l'autre la faiblesse, on ne va pas rentrer dans les détails, etc. Alors, toutes ces faiblesses, si on regarde un petit peu dans le Chassidut, dans le Tanya, il y a une source d'où il vient, d'où il s'exprime ces faiblesses-là. Et le Tanya dit que tous les midot traot, tous les traits de caractère qui sont mauvais, par exemple, la colère, l'orgueil, d'autres choses, tous les plaisirs dans les façons générales, je parle des plaisirs matériels, physiques, que beaucoup de fois, ces plaisirs-là, ils nous amènent à des avancées, même dans les façons non logiques, et contre la logique, etc. Par exemple, quelqu'un qui est attiré à fumer, quelqu'un qui est attiré se balader sans raison, etc. Et n'importe où, n'importe comment. Alors, aussi la nourriture, que le Rambam, le Maïmonide, dit que la plupart des maladies que l'homme, malheureusement, il devient malade, ça c'est à cause de trop manger. Un homme, normalement, et ça c'est peut-être la plupart des gens qui ont le plaisir des bons repas qu'ils aiment, ils ne savent pas d'arrêter, ils ne savent pas de limiter, etc. Ils se lancent dans les façons qui, plus qu'est-ce qu'il faut, et de nourriture qui ne sont pas toujours correctes, etc. Alors la plupart de toutes ces faiblesses, ils viennent du cœur. Le cœur, c'est lui la source de toutes ces attirances à beaucoup de niveaux, sans rentrer dans les détails, comme on a dit avant. Alors, c'est le cœur. Et nous, parmi notre mission essentielle ici, pourquoi Kadosh Baruch Hu nous fait descendre ici sur terre, ça c'est de les servir. Ça c'est de les servir dans quelle façon? Pas seulement appliquer notre mission autant qu'ordre, mais le but essentiel et les façons les plus élevées, ça c'est de servir à Kadosh Baruch Hu avec le sentiment énorme, le sentiment d'amour débordant, et aussi à la même temps avoir la crainte, craigner Hakadosh Baruch Hu, craindre Hakadosh Baruch Hu. Et ces deux sentiments, ça c'est le sentiment général par rapport à notre mission. Et le Chassidut l'explique, le Tanya nous explique que pour révéler nos sentiments de l'amour, de la crainte, qui ça c'est quelque part des sentiments qui ne sont pas naturels, l'amour de la crainte vers Akadosh Baruch Hu, naturellement vers Dieu, parce que notre amour, normalement, ça se vers des choses physiques, matérielles, que le corps pour profiter. Ça, c'est l'amour naturel. La crainte naturelle, ça, c'est que le corps, il a peur de Chas Shalom, de subir, de souffrir, etc. Là, le corps il commence à craigner. Ou des maladies, ou les minus dans les banques, etc. Et comment on va, malheureusement, aujourd'hui, avec le confinement, avec les virus, comment les gens, ils ont peur de tout ça et comment tellement un grand pourcentage de gens qui malheureusement, ils ont été endommagés par les virus, etc. Alors, de ça, naturellement, on a peur et vers ça, on a attiré que vers le confort et vers l'épanouissement matériel physique. Par contre, l'amour vers Hakadosh Baruch Hu, alors ça, c'est quelque chose qui sont chez nous un sentiment pas naturel. Et ça, c'est marqué dans la Torah, Vavat Hashem Elokeichem, Vavat Hashem Elokecha. Alors, nous, on doit servir à Kadosh Baruch Hu. On doit travailler avec notre travail divin. C'est quoi le travail divin chez nous? Le travail divin chez nous, Ezo Avoda Shebelev. Alors, le sage dit, ça c'est un travail qui du cœur.
de cœur, un juif, il va faire tout, de révéler de son cœur cet amour et cette crainte vers Akadosh Baruch Hu. L'amour, ça c'est la source pour tous les mitzvot actifs, positifs, et la crainte, ça c'est la source de s'abstenir parce que j'ai peur, simplement j'ai peur de faire contre la volonté de Dieu. Ça veut dire toutes les mitzvot, l'otaset, toutes les mitzvot négatives, passives, de ne pas transgresser la volonté de Dieu. Alors maintenant comment on révèle ces deux sentiments qui, a priori, ça c'est pas des sentiments naturels. Ça, c'est des sentiments qu'on va enfanter. Ça, c'est des sentiments qui sont quelque chose qui dépasse le cadre naturel dans la façon qu'Akadosh Baruch Hu il nous criait avec un corps matériel et avec des besoins matériels, avec des plaisirs matériels, etc. Alors, comment on peut révéler quelque chose qui, quelque part, qui sont un petit peu abstraits, etc. Alors, soit le Rambam, soit le Chassidut, soit beaucoup de Gdolei Israël, ils nous expliquaient que cet amour, transformer quelque part notre amour et notre plaisir, et naturellement, en même temps aussi nos attirances, qui ça peut exprimer avec toutes les sortes de faiblesses. Alors, transformer tous ces sentiments vers l'attirance et vers l'amour et vers l'attachement à Kadosh Baruch Hu, parce que comme j'aime quelqu'un véritablement, rien n'est difficile pour moi d'appliquer sa volonté. Comme j'aime quelqu'un, je cherche naturellement comment je peux satisfaire sa volonté, comment je peux faire en sorte que l'autre il va vivre dans la plus grande perfection, que ça va lui rien manquer, il va s'épanouir, il va avoir tout ce qu'il faut. Et ça, c'est à travers un amour naturel. J'aime ma femme, j'aime mes enfants, alors je pense tout le temps comment faire en sorte que ça va lui rien manquer. Alors, la même chose, comme j'aime Akadosh Baruch Hu véritablement, alors ma volonté, il m'amène que je suis attiré naturellement, ça veut dire grâce à mon amour qui j'ai vers Akadosh Baruch Hu, je suis attiré d'accomplir sa volonté dans tous les domaines. Alors, comment je révèle cet amour? Et grâce à cet amour-là, naturellement, je transforme d'autres plaisirs et d'autres amours vers des choses qui sont matérielles, physiques. Et naturellement, ça m'évite toutes les sortes de faiblesses et toutes les sortes de... Par exemple, ça m'évite la tristesse, la déprime, etc. Pourquoi? Parce qu'au moment que je suis lié et attaché avec ma source, justement, grâce à cet amour véritable que j'ai, alors ça m'amène la plus grande joie, parce que comme j'ai accompli la volonté d'Akadosh Baruch Hu, alors ma vie se change complètement. Comme je ne transgresse pas, jamais je transgresse pas sa volonté, et je fais tout ce que la Torah demande, que ça c'est la Torah Mitzvot, alors je suis l'homme le plus joyeux, le plus heureux, le plus satisfait. Et pas seulement moi, je rayonne à la maison, je rayonne autour de moi, et tout le monde, ils sont influencés de ma façon de penser, de mon comportement, de mon parole, etc. Ça, c'est un juif qui vit entièrement avec la Torah et qui est attaché avec Hachem. Alors, comment faire ça? Excusez-moi, voilà, je reçu que cette conférence, il va être l'Elou Nishmat, Monsieur Kalamia, un grand ami de l'école Schneyor. Sa femme, elle a travaillé longues années à l'école Schneyor. Alors, il s'appelle Yitzhak Bruno Ben Abraham Kalamia. Et aussi pour Brigitte Guimara Bat Dole Bremachaya. Alors, pour terminer un petit peu cette idée, parce que je pense alors, comment révéler cette sorte d'amour qui n'est pas naturel,
qui quelque part, le Chassidut, il dit que cette crainte et cet amour, on doit les enfanter, c'est quelque chose de nouveau. Parce que naturellement, je suis attiré que vers les manques, vers l'application de mes manques, de mes besoins matériels, physiques. Alors ça, c'est à travers la réflexion. Ça, c'est à travers la réflexion. Pourquoi? Parce que mon âme divine, il réside dans mon intellect, surtout dans le Chokhmah Shebenefesh. Il y a 3 parties dans l'intellect, Chokhmah Binadat, surtout dans le Chokhmah Shebenefesh. On ne va pas maintenant rentrer dans les détails parce que le temps de mon introduction pratiquement est terminé. À travers la réflexion, et c'est pour cela que tous les matins, on dit Kriyat Shema. D'abord, on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. On réfléchit de la unité d'Akadosh Baruch Hu, comme Akadosh Baruch Hu, celui qui dirige le monde, les 4 cardinaux du monde, avec les 7 cieux, avec la terre, alors c'est vide. Et c'est qui ça? C'est l'Aleph, le maître de Dieu qui gère tout ça. Et simplement de réfléchir de la grandeur infinie. De la grandeur infinie déjà de la création du monde, que le monde, il a les détails infinis que Dieu il a créés et qui gère tout ça tout le temps. Et ce qui ne s'est pas changé depuis la création jusqu'à aujourd'hui. Le soleil, la lune, toujours à la même circuit, à la même façon de fonctionnement. La nature, en été, en hiver, toujours depuis la création, rien n'a changé, Et ça, c'est l'armée terrestre. Après, il y a l'armée céleste, toutes les planètes. Et ce qu'on réfléchit, que tous ils sont obéissants, tous ils sont annulés à la volonté de Dieu, comme un soldat qui est complètement annulé aux ordres de son capitaine. Alors, tous les détails du monde, il y a une façon de réfléchir infinie pour révéler chez nous cet amour débordant et cette crainte vers Akadosh Baruch Hu. Comment moi-même je fonctionne, etc., etc. Alors, à travers la réflexion, comme on dit Shema Israël, après on dit Baruch Shem Kod Malchuto L'Olam Va'ed, que ça c'est une autre sorte de réflexion. Après on dit Ve'ahavta et Hashem Elokecha. La réflexion, obligatoirement, une réflexion détaillée, profonde, honnête. Alors, il obligeait de nous entraîner des sentiments qui va correspondre à la conclusion et les conséquences de cette réflexion détaillée et profonde et large. Alors, et ça c'est notre méthode de révéler le sentiment de l'amour, de la crainte. Et après, quand on dit Vahafta, après c'est marqué Vayad Vorim Aïla Asher Anochi Metzavcha Hayom. Après, on avance vers l'application de la volonté de Dieu, de tous les mitzvot, de la Torah, etc. Alors, qu'est-ce que je voulais dire, chers amis? Alors, pour cela, c'est très, très important. La réflexion, et spécialement, comme c'est expliqué dans le Tanya, dans le Chassidut, comment réfléchir, les matières de la réflexion de la grandeur infinie et toute puissante de la divinité. Et comme nous, on réfléchit véritablement, alors obligatoirement, ça nous influence nos sentiments et comme ça, à la place de se battre avec les sentiments, avec des outils qui ne sont pas toujours valables et utiles, alors on allume la lumière de notre âme à travers la réflexion et à travers ça, on influence nos sentiments et à travers ça, à travers les sentiments, alors tout notre comportement, il se change parce que notre comportement, ils sont liés en direct de nos sentiments. La plupart du temps, on se comporte après nos sentiments. Alors, chers amis, on va transmettre le micro à notre cher Rav Lemel et sûrement que vous allez, Bezrat Hashem, on va tous profiter de cette durée de conférence avec des conseils, des méthodes qui Bezrat Hashem, ça va nous aider d'avancer comme Hashem et vous, et comme la Torah et vous, et Bezrat Hashem, être en protection et en sécurité. Et
Chazak ou Baruch à tout le monde qui vous êtes avec nous. Et bonsoir, Rav Lemel, Shalom Avracha et Haslacha. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Alors, Erev Tov, bonsoir à toutes et à tous. D'abord, très heureux de vous retrouver à nouveau. Merci pour votre invitation. Et ce soir, on va travailler de manière un petit peu particulière, puisque en effet, j'ai le plaisir et la joie de pouvoir en effet accueillir avec nous une personne avec qui nous collaborons dans le cadre de la structure Lève ta voix, Stéphanie Castel, qui va intervenir dans quelques instants. Je vous la présente immédiatement. Stéphanie Castel est docteure en psychologie et spécialisée dans les problématiques de trauma. Elle est aussi officier dans l'armée israélienne et là-bas, elle s'est beaucoup occupée en effet pendant ces périodes de minuit, mais elle s'occupe en effet des personnes qui ont été victimes de trauma, les soldats et d'autres victimes. Au-delà de ça, elle a aussi une spécialité, c'est qu'elle intervient dans ce qu'on appelle l'enfance en danger, c'est-à-dire directement face à des enfants qui sont dans des situations extrêmement complexes, plus particulièrement à Tel Aviv. Elle a une réelle expérience et je suis très, très heureux d'abord qu'elle ait accepté d'être avec nous ce soir. Elle a même décalé un voyage pour pouvoir être présente. C'est une spécialiste, c'est une professionnelle. D'ailleurs, je me permets juste, et on m'a très gentiment présenté en envoyant des messages comme étant psychologue. Je ne suis pas psychologue et je le dis clairement. Je fais peut-être preuve d'un petit peu de psychologie. Et ici, par contre, nous avons en effet une spécialiste, une professionnelle. Et elle va immédiatement prendre la parole pendant quelques instants. Et après, je continuerai et puis nous passons aux questions. Alors, évidemment, la thématique de ce soir, eh bien, elle tourne autour de quoi? Elle tourne en effet autour de l'univers des relations que nos enfants ont avec les réseaux sociaux, que les enfants ont à travers tous les nouveaux outils auxquels ils sont confrontés. Et évidemment, nous appartenons, nous parents, à une génération qui connaissons, mais qui n'avons pas peut-être nécessairement pris la mesure de ce qui pouvait se jouer à l'intérieur de cela. Et c'est un petit peu ça notre propos ce soir, c'est que au-delà de l'aspect, j'ai envie de dire, entre guillemets, religieux et spirituel, il y a tout d'abord une réflexion à avoir en tant que Ben Adam, c'est-à-dire en tant qu'être humain, c'est-à-dire en tant qu'individu qui, comme vous l'avez dit, Rav Nisselevitch, il y a quelques instants, a une tête et réfléchit et essaye de penser un petit peu toutes les implications que peuvent avoir en effet cette confrontation aux nouvelles technologies, cette confrontation en effet à tous les réseaux sociaux et tout ce qui va derrière. Donc, je passe immédiatement la parole à Stéphanie Castel. Je demande juste au niveau purement technique de faire en telle sorte que le plein écran soit maintenant orienté vers la personne qui parle, parce que pour l'instant, notre plein écran, et ce n'est pas désagréable, on est avec le Rav Nisselevitch. Est-ce que la personne qui s'occupe de la technique pourrait faire passer maintenant, si vous voulez, en plein écran Stéphanie Castel, qui va prendre la parole, et par la suite, en effet, ça sera à mon tour de me retrouver en plein écran. Alors, avant qu'elle ne démarre, est-ce que vous pouvez faire la technique, s'il vous plaît, parce qu'il y a des gens qui s'occupent de ça. Pour l'instant, on est en plein écran avec... Normalement, la personne qui parle prendra la place de premier écran. Voilà. Et si vous pouvez bien sûr couper les autres micros. Voilà. Je vous remercie. Et donc, nous passons immédiatement la parole à Stéphanie Castel. Merci, Rav Lemel. Bonsoir à tous et à toutes. Comme le Rav a gentiment présenté, je suis Stéphanie, en France depuis très peu d'années. Donc, si je fais des fautes de français, j'en suis désolée. On va parler effectivement aussi de la relation des jeunes, des ados avec les réseaux sociaux, car, comme je répète très souvent, ce qui m'a dit une fois un jeune, c'est nous sommes les citoyens des réseaux sociaux, nos parents sont les immigrants. Et ce qu'il voulait dire par là, effectivement, c'était que eux, ils maîtrisent déjà cet outil, ils ont grandi avec cet outil, ils ont grandi avec cette communication qui se fait derrière l'écran, ce qui veut dire que peut-être on va trouver moins d'habilité chez les jeunes d'aujourd'hui dans la communication verbale ou dans la communication même physique quand on est face à une personne. Alors que nous, les adultes, nous sommes des visiteurs des réseaux sociaux qui changent au fur et à mesure qu'ils évoluent, où on trouve des micro-générations entre les ados de 17 ans qui vont utiliser plus Snapchat, par exemple, si vous connaissez, et les tout petits qui vont utiliser TikTok.
Et chaque réseau a ses propres dangers, a ses propres défis. Comment faire face à ça quand on n'a même pas le langage, quand on n'a même pas accès? Une fois qu'on a accès à ces réseaux, comme c'était le cas avec Facebook, où les adultes ont envahi Facebook, qu'est-ce qu'ils ont fait les jeunes? Ils sont partis. Ils sont partis autre part pour créer leur bulle à eux. Maintenant, cette volonté de créer mon espace à moi, c'est une volonté qui est adaptée à leur âge, qui est adaptée à leur mission, entre guillemets, d'adolescent, qui est de se différencier des parents et de retrouver sa propre voix avec E à la fin, voix avec X, pour trouver qui je suis, pour créer pour mon identité d'adulte. Ce passage de l'enfant où je suis attachée, je suis collée à mes parents, à l'âge ado où j'apprends, où je travaille sur l'adulte que je serai. Mais qu'est-ce qui se passe quand pendant ce processus de création, de construction de mon identité, je suis exposée bon gré, mal gré à de contenus qui ne sont pas forcément adaptés à mes habilités cognitives et sentimentales. Ça veut dire que je vais être exposée, que je le veuille ou pas, à des contenus très souvent sexuels, même en ouvrant la télévision. Quand je regarde quelque chose à la télé, il y a la publicité pour vendre un yaourt, je vois une femme nue. Qu'est-ce qui se passe, moi l'enfant, moi le préado, quand je suis exposée à ces contenus, mais que je n'ai pas la capacité de les comprendre, la capacité même de les gérer sentimentalement, d'avoir un regard un peu critique sur ce que je vois, de comprendre que ce n'est pas la réalité. Et même, je suis exposée à des contenus qui sont des contenus d'adultes très souvent. Et c'est pour ça qu'avant même de parler de réseau, je veux parler de sécurisation. Et sécurisation, c'est sécuriser l'espace de l'enfant pour que, en devenant adolescent, il sera aussi en sécurité. Pour créer un espace de sécurisation, et je suis ce qui a été dit ici par le Rav juste avant, on va parler des bonnes midotes, mais il faut aussi créer un lieu où il n'y a pas de tabou. Ça veut dire on va parler aussi des mauvaises midotes, si vous voulez appeler ça comme ça. On va parler des sentiments un peu plus compliqués à gérer, des sentiments de honte, des sentiments de peur, de sentiments de culpabilité et de sentiments de perplexité. Et pourquoi on va parler de ça? Parce que ce sont les sentiments qu'on ressent très souvent, que les enfants ressentent et que nous aussi en tant qu'adultes ressentons quand on est agressé, quand on vit une violence et parfois on ne sait même pas qu'on est en train de subir une violence. Tel est le cas quand on est exposé à un contenu qui n'est pas adapté à nos capacités mentales, à nos capacités cognitives. Et pourquoi je dis que c'est important de créer un lieu sûr au sein du foyer où il n'y a pas de tabou? Parce que c'est important de parler de tout. On peut parler de tout même dans la mesure d'être sniout. Croyez-moi, ça fait pendant des années, j'ai formé des jeunes femmes harediotes qui allaient travailler dans les écoles autour de la prévention des violences sexuelles. On peut tout faire avec la Bible. Avec la Torah, on a tous les cas là-bas. Ça ne veut pas dire qu'on va exposer maintenant les enfants à différentes histoires, mais ça veut dire qu'on a les moyens pour décoder avec eux les contenus auxquels ils seront exposés, qu'on le veuille ou pas. Et pourquoi je répète encore cette histoire de qu'on le veuille ou pas? Souvent, quand je rencontre les parents, ils me disent « Ah, j'ai mis des mesures de sécurité sur le téléphone. Ah, mon enfant, je ne lui donne pas le téléphone. » Votre enfant aura accès aux réseaux sociaux, quoi que vous fassiez. Partout dans le monde, on essaye de restreindre, de limiter, de protéger les enfants en disant « je ne lui laisse pas accès ». Ça ne marche pas. On sait que ça ne fonctionne pas. Il y aura le pote ou le copain ou la copine ou le prof ou le mouvement de jeunesse. Quelque part, il y aura un téléphone. Quelque part, il y aura accès à ça. Et ce qu'on veut leur apprendre, c'est ne pas uniquement dire ce qu'il ne faut pas faire, mais si jamais tu le fais quand même,
qu'est-ce qu'il faut que tu saches. Et quand on crée au sein du foyer, au sein de la maison, un lieu sûr où on peut parler de tous ces sentiments, tant que c'est dans le respect et tant que c'est dans le cadre des valeurs de la famille, si jamais, et je dis bien si jamais l'enfant subit quand même des violences, on peut presque s'assurer qu'il viendra nous parler. Parce que dans un foyer où il n'y a pas de tabou, l'enfant se sentira en sécurité de venir vers vous et dire « on m'a fait, j'ai subi, j'ai vu ça et ça ». Si on veut éviter, on va travailler aussi là-dessus au lieu de ne rien dire. Et là, l'enfant comprend qu'il y a des sujets sur lesquels qu'on n'a pas le droit d'aborder. Et ces sujets-là, il ne les abordera pas avec vous. Donc, même si il ou elle subissent une certaine violence, on veut s'assurer qu'ils viendront vers vous. Et c'est ça la sécurisation. Alors, ça veut dire qu'on a le droit de parler au sein de la maison de tout. Si j'ai peur, si je me sens perplexe, si je sens la honte, tu viens en parler. Papa, maman, ils ne seront pas en colère contre toi pour une histoire de sentiments. On a le droit de tout ressentir tant qu'on en parle dans un cadre respectueux. Après, on va avancer. Je me permets, Rav Lemel, de faire cette référence aussi à des violences autour des attouchements. On va travailler aussi sur la sécurisation corporelle. Ça veut dire depuis jeune âge, dans la tsniout, dire sous les parties qui sont sous le maillot de bain, personne n'a le droit de les toucher. Papa et maman, peut-être quand on se douche, quand on va chez le médecin, c'est toujours en présence de ton parent. Personne n'a le droit d'y toucher. Et l'éducation étant l'art de la répétition, de la même manière qu'on va leur dire « tu ne touches pas le feu », on ne va pas dramatiser parce que si tu touches le feu, tu vas mourir, tu vas brûler. Ça aussi, de manière légère, quand ils sont petits, sous le maillot de bain, personne n'a le droit de toucher. Et on répète, pas toujours, mais quand il y a les occasions, quand on va se doucher par exemple, quand on voit les enfants jouer, qui se touchent, qui découvrent un peu leur corps, ce qui est normal, on va répéter sous le maillot de bain, sous les parties qui sont sous le maillot de bain, on n'y touche pas. Et on répète encore et encore parce que comme ça, on donne à l'enfant en fait les outils de pouvoir identifier un geste malveillant, de pouvoir mettre aussi des limites. Ça veut dire que si quelqu'un jamais les touche, ils savent qu'ils peuvent dire non parce que papa et maman ont dit qu'il ne fallait pas toucher. Pour de nombreuses familles, je vais rajouter et dire aussi, si c'est possible pour vous, apprenez à votre entourage de demander toujours la permission à votre enfant de les embrasser. Si vous embrassez même en famille, même si c'est papy et mamie, même si c'est l'oncle, peu importe qui, 87% des violences sexuelles faites aux enfants sont faites par des personnes connues de la victime. Apprenez. On ne va pas les apprendre à avoir peur de tous, on va leur donner les outils pour identifier un geste malveillant. On va leur apprendre aussi le RER. Si jamais quelqu'un te touche, si jamais quelqu'un te fait du mal, il y a RER. 1, je refuse. 2, je m'échappe. 3, je raconte. Le raconte, il est très important. Ça revient à ce qu'on disait sur le lieu sûr et les non-tabous, un lieu où on peut parler de tout. Viens nous raconter, on ne sera pas en colère si tu nous racontes qu'est-ce que tu ressens et ce que tu as vécu. C'est important de répéter ça et de rassurer les enfants. Quand on leur fait du mal, ils se sentent humiliés, ils sentent souvent une grosse honte, ils sont perplexes, ils ont peur. Je peux vous dire, j'interviens encore et encore dans des écoles. C'est constamment la même chose. Est-ce qu'on a le droit de vous toucher sous le maillot de bain? Non. Qui a le droit de toucher? Personne. Qui ne peut pas la toucher? Personne. Est-ce que vous racontez? Non. On va travailler sur le bon et le mauvais secret. Comment identifier un mauvais secret? Un mauvais secret, c'est quand ça te fait du mal. Un mauvais secret,
c'est quand ça regarde ton corps, quand ça te met mal à l'aise. Un mauvais secret n'a pas de date limite. J'ai un anniversaire vendredi, un anniversaire surprise. La surprise, bon, le secret, il se termine vendredi. Ok, on répète encore et encore. Tu racontes tout à papa et à maman. Tu racontes tous tes sentiments. Il n'y a rien qui est interdit. Je fais une petite pause, je vois les questions, je vais revenir Stéphanie, on va revenir tout de suite sur les problématiques de réseaux sociaux, s'il vous plaît, parce qu'au niveau de tout ce qui a trait à ça, on en avait déjà parlé il y a quelques temps. D'accord, ok. Merci beaucoup. Merci. Alors, réseaux sociaux, on a un vrai problème actuellement qui est autour des limites entre ce qui est de l'ordre du privé et l'ordre du public. À l'heure actuelle, les jeunes, pour eux, si ce n'est pas publié, ça n'a pas existé. Pour pouvoir moi-même exister, pour pouvoir avoir lieu dans ce monde, pour pouvoir prendre ma place dans ce monde, je dois publier. Et non seulement je dois publier, le nombre de likes que je reçois ou que je ne reçois pas va influencer aussi ce que je ressens, mes sentiments. On voit aujourd'hui des jeunes qui rentrent dans une dépression majeure. Quand je parle de dépression majeure, c'est une dépression clinique, donc très sévère, suite à ce qu'on appelle le harcèlement en ligne et autour de j'ai reçu un peu de likes, j'ai pas reçu, j'ai perdu des followers. Aujourd'hui, perdre un follower par quelqu'un qui me suit sur un réseau social, c'est un rejet, c'est un sentiment réel de rejet. On ne va pas parler avec les enfants de c'est le monde, c'est le vrai monde et ça c'est le faux monde. Parce que là, on loupe un peu leur expérience, on loupe un peu leur vécu. Pour eux, c'est la vraie vie aussi, les réseaux. Quand un enfant ou un jeune se fait harceler sur les réseaux, nous, quand on était petits, on rentrait de l'école, on ne se faisait plus harceler. À la maison, c'était un lieu sûr. Là, il rentre à la maison, il continue à se faire harceler. Ça, c'est une réalité, c'est la vraie vie pour eux. On va leur parler d'un monde virtuel et d'un monde non virtuel. Et on va parler de toutes les mesures de sécurisation de leur monde virtuel. On va commencer par une chose. Et j'aime beaucoup ça. Ça a été fait en Israël. Aujourd'hui, en Israël, on conseille à chaque parent qui décide de donner un téléphone ou même un ordinateur à son enfant, d'écrire un vrai contrat. Il y a des modèles de contrats, si vous voulez, je vous les envoie aussi. Des contrats, bien sûr, écrits pour enfants. Il y a des dessins un peu pour que ça reste accessible. C'est un contrat entre les parents et l'enfant. Quelles sont les conditions sous lesquelles nous te soumettons un téléphone. Ça veut dire ce téléphone nous appartient. Toutes les applications que tu télécharges, on les télécharge ensemble. On a le droit à tout moment, tes parents, de regarder ce que tu fais. Qu'est-ce qui se passe en cas d'harcèlement? À qui tu te retournes si jamais tu te fais harceler et comment reconnaître le harcèlement? Il y a plusieurs clauses dans ce contrat entre enfants et parents. On en fait toute une cérémonie et on signe ensemble. C'est une cérémonie, c'est comme un rite de passage. On en fait vraiment un big deal. C'est un moment important pour faire comprendre à l'enfant que ce n'est pas anodin qu'il reçoit maintenant un téléphone avec accès Internet. À partir de ce moment-là, on va aussi commencer à... Pardon, je reviens en arrière, pas à partir de ce moment-là, bien avant, on commence à décoder avec les enfants tous les contenus qu'ils ont autour d'eux. Quand on parle de pornification de l'espace public, ça veut dire qu'aujourd'hui, si avant, dans le temps, il fallait aller acheter un magazine porno pour être exposé à certaines images, aujourd'hui, les enfants n'ont rien à faire. Les images viennent à eux. Aujourd'hui, j'allume la télé et je vois des images pornographiques finalement dans les publicités, à la télévision. Ça a été banalisé. Je marche dans la rue, je vois régulièrement des femmes nues. Ce n'est pas une histoire d'être religieux ou pieux ou pas. Il y a une vraie pornification, une banalisation du corps humain et l'exposition du corps à tout va. Et ça encore, ça se rajoute à ce côté qui est flou, cette limite qui est floue
entre ce qui est de l'ordre privé et ce qui est de l'ordre public. Donc, constamment, depuis qu'ils sont petits, on va en parler. Qu'est-ce que tu penses de ça, de cette publicité? Est-ce que tu penses que vraiment ça, on devrait marcher dans la rue tout nu? Alors pourquoi tu penses qu'il y a ça aussi dans les publicités? Et on va semer petit à petit cette information, ce décodage, pour que eux puissent, une fois qu'ils seront exposés à ces contenus, alors qu'ils ne sont pas du tout adaptés à ça, cognitivement et sentimentalement, ils sauront un peu plus faire face à ça. Les statistiques aujourd'hui, elles sont horrifiantes. Et je me permets de regarder mon cahier. On parle de, chez les garçons, entre 5e et 3e, il y aura déjà 75% des garçons qui seront exposés à la pornographie. Chez les filles, on parle à peu près de 72, c'est à peu près les mêmes chiffres. Donc, on n'oublie pas les filles aussi sont exposées. Encore une fois, nous n'avons pas ce privilège que nous tous, nous avions quand on était petits, nos parents avaient quand on était petits, d'attendre, de jeter un livre et dire qu'elle lise et voilà, elle comprendra comme ça. Ou bon, juste avant son mariage, il y aura la drachat kalot, il y aura la drachat khatanim, ça va venir. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre ça, on ne peut plus se permettre ça. Aujourd'hui, ce contenu vient à eux. Si vous restez silencieux par rapport à tout ce contenu-là, c'est Internet qui va combler, qui va meubler ce silence. Et donc, dès le départ, qu'est-ce que je fais quand je suis exposée à des images pornographiques? Appelez ça comme vous voulez, mais vous pouvez dire, par exemple, qu'est-ce qui se passe quand tu tombes sur une image ou sur une vidéo et des personnes qui n'ont pas de vêtements ou qui ne sont pas très tsniout, ou que toutes les parties sous le maillot de bain sont exposées. Les enfants, les premières fois, ils ont peur de ça. La première fois qu'ils voient ça, ça les effraie. Encore une fois, je répète, ils sont exposés. On leur impose un développement sexuel à un âge où le développement cognitif et sentimental n'ont pas été acquis assez pour pouvoir traiter ces images. Et donc, on leur impose, il y a plusieurs vitesses, on leur impose un développement qui n'est pas du tout adapté à leur âge. Ils n'ont pas ce privilège aujourd'hui de prendre le temps et de découvrir, de sortir à la découverte, de découvrir ça au sein du couple. Et donc, ils sont exposés à des réseaux sociaux qui sont souvent beaucoup plus violents, car derrière la caméra, nos capacités d'empathie chutent énormément. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas la tête de la personne devant nous. Moi, je ne vous vois pas là. Je pourrais tout dire, ça ne me touche pas. Mais le moment où vous m'insultez, vous me parlez mal et que vous voyez ma réaction, que vous voyez ma tristesse, déjà, j'appuie sur un bouton d'empathie chez vous. Ce bouton-là n'existe pas lorsqu'on est sur les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'on voit des taux de violence très, très, très rapides dans les réseaux sociaux, dans les commentaires. Il y a ce qu'on appelle effect Eder, l'effet mouton. Je veux être comme tout le monde. Ça existe toujours à cet âge-là et même à l'âge adulte. Ça existe encore plus, de manière beaucoup plus importante derrière les écrans où le manque de contact visuel fait que mes capacités d'empathie, ou en tout cas mes expressions d'empathie, réduisent énormément. Et de ça, on doit parler. Qu'est-ce qui se passe lorsque tu vois un enfant qui se fait harceler? Et quand on sait qu'un enfant sur 3 sera harcelé au cours de sa scolarité, à mon avis, à mon humble avis, les taux sont beaucoup plus élevés. À mon humble avis aussi, les taux ont sauté pendant le confinement, où les enfants et les jeunes ont passé beaucoup plus de temps devant l'écran. Et ils sont isolés lorsqu'ils se font harceler. Je vous rappelle que quand on était petit, on se faisait harceler à l'école, on rentrait à la maison, c'était fini. Aujourd'hui, ça continue. Aujourd'hui, on ouvre des comptes, Menachem, suicide-toi. Et il y a un tel mouvement
tellement rapide où des personnes se rajoutent au mouvement alors qu'elles ne connaissent même pas la personne en question, que ça devient de plus en plus violent. Une fois qu'on a travaillé aussi sur tout ce qui est sécurisation, une fois qu'on a travaillé autour de l'harcèlement, ok, bien sûr, on peut utiliser les belles valeurs du judaïsme pour ce travail-là autour de l'harcèlement, et ainsi de suite aussi. On va travailler aussi autour de quelles sont les mesures de protection qu'on va mettre en place pour se protéger sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que si j'ai un compte qui est privé. Si j'accepte des amis que je connais dans la vie non virtuelle, uniquement non virtuelle. Ça veut dire que papa et maman, à tout moment, peuvent rentrer dans l'application avec moi et regarder ce qui est dit, ce qui est écrit. Ça veut dire que je n'accepte pas des invitations des personnes inconnues. Ça veut dire que si on me rajoute sur des groupes, et dans certaines raisons, on peut me rajouter sur des groupes sans que j'accepte, qu'est-ce que je fais quand je suis exposée à des images qui ne sont pas adaptées à moi, pas adaptées à mon âge, vers qui je me retourne. Ok, vous parlez constamment de ça, vers qui se retourner quand je suis à l'école, vers qui se retourner quand je suis chez moi à la maison. En fait, on va essayer de créer un espace sûr sur Internet et je vous dis tout de suite, ce ne sera jamais un lieu sûr à 100%. D'où l'importance d'ouvrir les voies de communication entre vous et votre enfant pour que si jamais il ou elle subit une agression ou subit une violence, qu'il vienne vers vous. Voilà tout. Voilà la Torah. Merci beaucoup, beaucoup Stéphanie. Merci pour votre intervention. Vous restez avec nous, évidemment, puisque par la suite, lors de la fin de mon intervention, eh bien, nous allons passer aux questions écrites auxquelles on demandera en effet à toutes les personnes qui le veulent de nous envoyer, d'ailleurs, même si elles le veulent déjà maintenant, les questions. Et je me permets donc de reprendre la parole. Alors, on vient d'entendre ensemble on vient d'entendre ici, en effet, une réflexion extrêmement claire sur tout l'enjeu, en effet, de ce qui se passe dans Internet, de ce qui va se passer chez quasiment tous les enfants. Personne n'est protégé, c'est une nouvelle réalité. Comme vous l'avez dit très, très bien en tout début, eh bien, eux, ils sont des citoyens. Nous sommes Olé Khadash, nous sommes des nouveaux immigrants sur cet univers-là. Et ils ont toujours un coup en avance. Et surtout, le point sur lequel je voudrais m'arrêter, c'est au fond la difficulté que nous, en tant que parents, avons d'imaginer la réalité du monde dans lequel nos enfants vivent. Vous savez que Rav Israël Salanter, un des plus grands maîtres de la pensée juive, eh bien, a dit à Adam, Asur b'sichlo v'chofshi b'dimyono, qu'on est dans le dimayon, dans l'univers de l'imaginaire, on est toujours libre, on a envie d'imaginer les choses. Le sechel, l'intellect, la réflexion pure et dure, eh bien, nous enferme parce qu'elle nous confronte avec des réalités ultra concrètes. Et on n'aime pas trop ça. On n'aime pas trop se retrouver confronté à une réalité qui est là face à nous. Et on préfère être dans une forme d'imaginaire, dans une forme de rêve éveillé, et surtout par rapport à nos enfants. Tout à l'heure, vous l'avez abordé, et je vous en remercie, même si ce n'est pas de ce sujet dont on va parler ce soir, évidemment, les problématiques d'enfants victimes d'abus. Et combien de fois les gens disent « Non, mais pas chez nous, mais évidemment que non ». Et on n'a pas envie d'imaginer une réalité qui nous fait peur. Ça, c'est la force du dimayon, la force de cet imaginaire qui construit chez nous des projections. Et je vais me permettre de mettre les pieds dans le plat. Aujourd'hui, la communauté juive française a une particularité qui est sa génialité. Quelle est sa particularité ? Eh bien, c'est qu'elle est une communauté dans laquelle il y a en effet beaucoup de personnes qui ont fait un retour à leurs sources, ce qu'on appelle les Baalei Teshuvah. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'incroyable, ça donne une vitalité géniale, mais en même temps, eh bien, lorsque l'on vient d'un univers, on n'a pas envie d'imaginer que nos enfants qui ont grandi dans un univers différent, puisque on les a fait grandir dans un univers pour beaucoup de pratiques religieuses, même si elle n'est pas très intense, même si elle n'est pas nécessairement
très forte. Mais bon, ce n'était pas la même chose qu'eux ne seront pas confrontés. Or, c'est complètement faux. Quel que soit, et je réinsiste là-dessus, quels que soient les univers dans lesquels nos enfants vont grandir, ils seront confrontés. Alors, la question numéro 1 est de savoir comment est-ce qu'on crée cet espace de parole. Est-ce qu'on arrive à dépasser nos peurs des tabous et mettre en mots ce qui permettra de créer ce lien au niveau de la parole. Et pour cela, il y a un texte que je trouve extrêmement fort de la Torah qui nous parle justement de ce rapport au niveau de la parole. En effet, c'est l'émergence de celui qui va devenir le chef du peuple d'Israël, c'est-à-dire c'est Moshe. Moshe va devenir le dirigeant du peuple juif. Pourquoi ? Parce que justement, il va arriver dans une famille dans laquelle on était libre de dire les choses. Comment cela ? Rappelons-nous très rapidement. Moshe, en vérité, pourquoi est-ce qu'il arrive ? Son père, Amram, avait divorcé de sa mère. Il s'était séparé d'elle. Pourquoi ? Le pharaon a dit tous les petits garçons les jettent dans le Nil. Si c'est comme ça sert à quoi d'avoir des enfants ? Qui arrive ? La fille, sa fille, Myriam. Myriam, pardonnez-moi l'expression, c'est une gamine. Elle arrive chez son père et qu'est-ce qu'elle lui dit ? Papa, mais t'es pire que le pharaon. Parce qu'avec le pharaon, qu'est-ce qui se passait ? Eh bien, peut-être que les garçons allaient être jetés dans le Nil, mais au moins il pouvait y avoir encore des filles. Avec toi, il n'y aura plus rien. Et le texte nous dit que son père l'entend et qu'il change d'avis, qu'il se retrouve à nouveau avec son épouse et que, suite à leur retrouvaille, va être conçu Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que celui qui incarne la Torah émerge dans un univers dans lequel une jeune fille s'est sentie libre de dire à son père « Papa, je pense que tu fais une erreur » et surtout dans un domaine aussi fort que l'univers du couple de ses parents. Et je crois que c'est cela peut-être le point sur lequel j'aimerais qu'on s'arrête. C'est-à-dire, est-ce que nos enfants se sentent libres de parler ? C'est-à-dire, est-ce qu'ils n'ont pas peur d'être jugés et d'être enfermés dans la vision que l'on aura d'eux à travers les problématiques qu'ils vont exprimer. Parce que souvent, vous savez, les parents, on est là en train de leur dire, tu sais, tu peux me parler de tout, tu peux parler de tout, tu peux parler de tout. Or, concrètement, quand parfois ils expriment des choses, on est dans un jugement. Ça, c'est la première des choses. Est-ce que nous sommes dans un jugement ? Un enfant ne doit jamais entendre, lorsqu'il exprime quelque chose, que c'est mal, que c'est pas bien, que celui qui fait ça, c'est un rachat, c'est quelqu'un de mauvais, de pas bien, et tu dois être un sadique, etc. Surtout pas, jamais. Un enfant, lorsqu'il exprime ce que vous voulez, vous êtes là en tant que parent, nous sommes là en tant que parents en train de dire « Tiens, c'est intéressant ce que tu me dis », et à partir de cela, on commence à échanger avec lui par rapport au sujet. Et ce qui est très intéressant, c'est de lui demander de manière générale « Et qu'est-ce que tu en penses ?» Un enfant qui, par exemple, et je vous donne cet exemple, c'est un grand classique, nous avons découvert que sur son téléphone, il visionnait des choses pas clean, ou qu'il avait des échanges pas top, ou que la jeune fille, elle est là en train de faire la danse du ventre pour pouvoir en effet être vue par le maximum de personnes. Notre commentaire de texte va être un élément déterminant par rapport à l'enfant. Nous ne sommes pas obligés de dire c'est super, mais nous n'avons pas à dire que c'est mal. D'abord parce que l'enfant le sait. La preuve, c'est qu'il le cache. Il y a un grand principe dans l'éducation, vous savez, ne dites jamais aux gens ce qu'ils savent, puisqu'ils le savent. Ça ne sert à rien de dire à un enfant qui a cherché à cacher. Mais pourquoi il cherche à cacher ? Parce qu'il sait très bien qu'au fond, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Il se rend bien compte qu'ici, il y a quelque chose qui, c'est pas vraiment comme ça, mais malgré tout, c'est trop attractif, on a envie. Donc, ce savoir qu'il est face à quelque chose qui n'est sans doute pas extraordinaire, il l'a. Donc, pas la peine de le dire. Ne dites jamais à quelqu'un quelque chose qu'il sait déjà, surtout dans le domaine de l'éducation. On va le voir et on va dire, tiens, j'ai constaté que tu regardais certaines choses. Je suppose que c'est certaines personnes qui ont dû te dire, va voir ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Qu'est-ce que ça te fait voir ça ? Qu'est-ce que tu en penses ? C'est-à-dire, nous devons, en tant que parents, mettre de côté cette forme de déception que l'on pourrait avoir par rapport au constat que l'on va faire, que nos enfants sont des enfants, je suis désolé de vous le dire, normaux. Quand un jeune garçon se retrouve avec les problématiques que l'on a à 12, 13, 14, 15 ans suivant sa maturité physique et qu'il se retrouve confronté à ça, nous, en tant que parents, en tant que père ou en tant qu'adulte, on doit lui dire « Mazal tov, tu es quelqu'un de normal, tu te marieras et tu auras des enfants ». Maintenant, en effet,
il y a certaines choses, ce n'est pas nécessaire de les voir. Voir, je ne pense pas que c'est une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Parce que l'enfant va dire, mais plein le voit. Oui, mais ce n'est pas une bonne chose. Et c'est là où, en effet, face aujourd'hui à l'univers de la relation portable, aux réseaux sociaux et au reste, il y a un point sur lequel on se doit de travailler. Ce point, tout à l'heure, Stéphanie a évoqué le contrat de confiance. Le contrat de confiance, ce n'est pas juste Darty. Le contrat de confiance, c'est un contrat que le parent va mettre en place avec l'enfant. Mais réfléchissons. L'enfant est prêt à faire ce contrat que dans la mesure où il fait lui-même confiance aux parents. C'est-à-dire que dans la mesure où la relation aux parents s'est construite de manière positive. Et ça commence d'abord par le fait que nous, en tant que parents, nous ne sommes pas dans un jugement de l'enfant. Nous acceptons que c'est un enfant normal parce que, pardonnez-moi, avec tout le respect que je nous dois à toutes et à tous, si nous avions aujourd'hui le même âge qu'eux, nous ferions la même chose, voire pire. On ne va pas se raconter des histoires, même là avec cette belle barbe. Oui, ça va à partir d'un certain âge, peut-être. Et encore, ce n'est pas si simple. Il y a des luttes à avoir. C'est super attractif. Je ne parle même pas de toutes les bêtises, mais du temps que l'on perd d'aller voir d'un truc. Et ils nous voient nous aussi sur nos portables. Ils nous voient. Alors nous, bien sûr, c'est pour des choses très importantes. On comprend, il faut que je sache ce qui se passe en Israël, il faut que je sache des informations. Qu'est-ce que tu as besoin de savoir? En vérité, tu as. Et ces choses-là t'attirent. Et comme elles t'attirent, tu n'y résistes pas. Mais pourquoi moi, tu me demandes de résister alors que toi, tu n'es pas capable de résister? Alors toi, bien sûr, tu te justifies en tant qu'adulte en disant non, non, tu comprends, c'est très important, etc. Il faut que je sache. Pas du tout. Si cet élément n'était pas présent face à toi, concrètement, tu irais chercher tout ce que tu cherches? Non. Maintenant, la vraie question qui se pose, elle est la suivante. Est-ce que nous, en tant que parents, on n'est pas intéressés parfois à ce que nos enfants soient quand même sur ces outils? Parce que s'ils n'étaient pas sur ces outils, ils seraient face à nous. Et s'ils étaient face à nous, qu'est-ce qu'on ferait avec eux à ces moments-là? Pendant ces heures dans lesquelles ils sont sur les réseaux, pendant lesquelles on a envie de se rassurer qu'ils sont avec des copains, si à ce moment-là, nos enfants n'étaient pas sur ces réseaux, sur ces portables, sur ces Fortnite, sur ce que vous voulez, ils seraient là, face à nous. Ça créerait chez nous, en tant que parents, une obligation de nous investir, c'est-à-dire de renoncer à certaines choses qui nous plaisent, comme par exemple voir nos petits YouTube, nos films ou ce que vous voulez, pour pouvoir nous investir par rapport à nos enfants à ce moment-là, se poser avec eux, raconter des histoires, sortir des jeux, aller faire du sport, que sais-je, créer un lien, faire de la cuisine avec eux, que sais-je. Et c'est là où c'est intéressant. C'est que, au fond, aujourd'hui, il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas de concurrence. Et la concurrence, c'est qui? C'est au fond nous, en tant que parents, qui pouvons la créer. Comment? À travers la dimension attractive qui sera la nôtre. La dimension attractive qui représentera la relation aux parents et tout ce qui va autour. Mais c'est sûr et certain que si le parent se contente juste de contrôler les devoirs, de nourrir l'enfant et puis de lui donner des grandes leçons de morale, évidemment que je n'ai pas du tout l'intérêt de rester dans ce cadre, alors que par ailleurs, il y a quelque chose de very exciting, de beaucoup plus sympathique, et qui peut après amener à cette toxicité. Donc, nous, en tant que parents, cherchons peut-être à nous poser la question du contre-pouvoir. Vous savez, des personnes disent, oui, mais comment ça se fait qu'ils vont tous là-bas? Parce que tout simplement, tu n'es pas attractif. Imaginez un immense parc de jeux dans lequel vous êtes là avec un vieux jeu, voilà, le manège des années 1930, mais pas révisé, avec la vieille musique. Enfin, voilà, c'est même pas style ancien, vintage, comme on dit aujourd'hui. Et le bonhomme, il est là en train de dire, mais je ne comprends pas pourquoi ils sont tous là-bas. Mais c'est normal, tu n'es pas attractif. Il est normal que nos enfants aillent là où il y a du bruit, de la musique, de la lumière, on capte leurs choses. Et surtout à l'adolescence, où les hormones qui bouillonnent commencent un tout petit peu à être nourries par certaines choses. L'attractivité de la famille, elle se construit, elle s'élabore
et c'est un investissement. C'est un investissement. De la même manière, certaines personnes parmi vous font peut-être déjà Shabbat, d'autres pas encore, d'autres beaucoup, d'autres moins, je n'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que si ces moments-là ne sont pas attractifs, pourquoi vous voudriez que l'enfant s'y retrouve? Moi, je vous propose de faire une expérience. Essayez un jour de vous retrouver à un dîner, ou alors dans le cadre d'un groupe d'amis, vous êtes en vacances ou ailleurs, et puis vous avez là-bas 3 spécialistes d'horticulture. Ils sont spécialisés en horticulture sur les roses jaunes qui poussent au Népal. D'accord? Et ils commencent à vous en parler. On est d'accord, pendant 10 minutes, nous sommes des gens polis, on va se retrouver là, pas de problème, on va les écouter. Mais au bout de 10 minutes, je vous garantis, on va trouver toutes les raisons du monde pour se lever et partir. Pourquoi? Parce que ça ne nous nourrit pas. Par contre, si ça me nourrit, si ça m'apporte quelque chose, si c'est en effet ça m'intéresse, et qu'en plus, je sens que là, je peux avoir un rôle à jouer, ma parole est importante, on me regarde, évidemment que je suis totalement intéressé à être présent. Ce contre-pouvoir, nous devons d'y réfléchir et de le mettre en place et de ne pas nous avouer dès le début battus. Nos enfants, au fond, n'auront rien contre un contre-pouvoir qui est proposé par des parents qui jouent leur rôle de parents et qui ne sont pas là juste pour étudier avec leurs enfants, pour leur donner des grandes leçons de vie et pour les juger et pour leur dire comment ils devraient être et ce genre de choses. Ça va être un élément sur lequel je vous propose de réfléchir. Le second élément, et c'est ce que tout à l'heure, Stéphanie aussi abordait à un moment, et j'ai entendu ça d'un de mes maîtres, à qui je posais la question il y a longtemps de cela. Je lui dis, mais voilà, je suis en voiture. Bon, aujourd'hui, j'ai plus de voiture, je suis en scooter. D'accord, mais je suis en voiture et les enfants sont dans la voiture. Vous êtes derrière un bus. D'accord? Vous ne pouvez pas le doubler ni par la droite ni par la gauche. Vous êtes derrière. Et à l'arrière du bus, il y a une pub. Et sur la pub, c'est une madame qui est pas très habillée. Vous n'êtes pas fou. Vos enfants voient. On va payer un de shalom, on ne va pas voir. Ils sont là. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On commente et on dit ce que l'on en pense. On ne dit pas c'est assourd, c'est pas bien, chas de shalom. Ils disent ils ne sont pas tous dingues. Si c'est vraiment moche, si c'est horrible, alors pourquoi ils le font? C'est comme si vous dites à un enfant, tu sais, le caviar, c'est mauvais. C'est pas vrai. Tu as vu ce qu'ils sont prêts à payer les gens pour le caviar? Et le Talmud nous le dit. Nos maîtres du Talmud nous disent Al Yomar Adam Yefshi. Ne dis pas sur ce qui est interdit, je n'en veux pas. Yomar Efshi Vefshi, disent les maîtres du Talmud. Sur ce qui est interdit, tu dois être capable de dire qu'est-ce que j'en voudrais? C'est-à-dire, sois un honnête homme. Il y a une dimension attractive, évidemment, qui parle parfois aux instincts primaires de l'être, à son animalité, clairement, et qui est là et qui fait partie de nous. Et à ce moment-là, cette partie de nous est attirée par l'immédiateté, par tout ce qui nous fait déconnecter à un moment. On ne va pas rentrer dans les détails. Qu'est-ce que je peux faire? Le créateur de l'univers a dit que ça, ce n'était pas pour moi. Traduction, lorsqu'on est confronté à ça, on dit, ouais, au fond, mais au fond, pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de faire ça? C'est un peu ridicule, c'est un peu idiot, je ne comprends pas l'intérêt. Ah oui, bon, parce que tout simplement, ils veulent qu'on regarde ça parce qu'ils savent qu'on va regarder ça. Bon, c'est un peu dommage, quoi. C'est-à-dire, à un moment, renvoyer ça à ce que c'est, quelque chose de petit, quelque chose qui fait appel à la dimension animale. Alors, je l'exprime avec ces mots-là. Vous saurez chacune et chacun en tant que parent quels sont les mots à exprimer à ce moment-là. Et il faut bien que l'enfant ressente que ce que vous exprimez, c'est ce que vous vivez. Parce qu'au fond, c'est vrai, c'est un peu nul. C'est un peu nul comme ces jeux dans lesquels ce qu'on gagne, c'est la possibilité de tuer plus de personnes. Et c'est là où je voudrais maintenant revenir vers un point qui a été évoqué tout à l'heure par Stéphanie et que je trouve fondamental, et qui est celui dans les réseaux sociaux maintenant, de l'univers de l'empathie. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? Créons le contre-pouvoir. Créons une libre circulation de la parole à travers le fait qu'on n'est pas dans un jugement de valeur et qu'on ne fait pas intervenir Dieu en disant, tu sais, là-haut, Hachem, il est très fâché, ou ce genre de choses. Parce que quand on le dit, en fait, de toute façon, au point où j'en suis, fâché pour fâcher, je laisse tomber, autant aller jusqu'au bout, puisque de toute façon, avec ce que j'ai fait, ce que j'ai vu, ce que j'ai pu dire, de toute façon, c'est fichu. Vous savez combien je rencontre d'ados qui sont là et qui vous disent, de toute façon, moi, je laisse tomber, parce que de toute façon, au point où j'en suis, un de plus, un de moins, ça ne sert à rien, quoi. Parce que tout simplement, ils sont persuadés d'être les plus grandes crapules du monde. Et c'est faux. Et rappelons-nous, et je réinsiste avant de passer à la suite, que nous, à leur âge, on aurait fait la même chose. Quand je rencontre des ados, je leur dis, vous savez quoi? Eh bien, vraiment, je vous plains.
parce que vous n'avez pas de chance. Parce que nous, à notre époque, c'était compliqué d'aller faire toutes les bêtises du monde. Aujourd'hui, c'est à votre portée. Nous, à notre époque, si on voulait parler avec les copains, il fallait prendre le téléphone, le décrocher, c'était dans le bureau de papa ou dans la salle à manger. Donc, de toute façon, ça nous obligeait à nous organiser de manière différente et à construire des relations plus dans le face-à-face. Et c'est là où, en effet, on se retrouve face à cette notion d'empathie. Cette notion d'empathie qui est surtout très présente sur les réseaux sociaux. Et cette empathie, eh bien, on va peut-être l'ouvrir vers quelque chose auquel vous attendez pas. Ils sont là, on va imaginer qu'ils sont sur TikTok, sur Instagram, sur ce que vous voulez, et puis ils vont voir donc cette personne qui collectionne les likes et ce que vous voulez, et vous le savez pourquoi, parce que cette personne fait tout et n'importe quoi. Soit elle fait 3 pirouettes arrière, soit elle fait un truc. D'accord. Et en fond, faire preuve d'empathie, c'est apprendre à nos enfants à plaindre cette personne qui a besoin de faire des choses de ce type pour pouvoir se sentir exister. Et peut-être l'amener à travers ce que j'appellerais la stratégie du coup franc indirect. C'est-à-dire, au passage, dire, au fond, bon, c'est marrant. C'est parce que parfois c'est marrant, on peut dire, on va dire oui. Mais cette personne, enfin, je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, alors souvent, les adultes disent, ouais, non, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Mais ce qui est important, ce n'est pas qu'ils adhèrent à ce qu'on va dire. C'est ce qu'on leur dit, c'est qu'ils entendent nous. Moi, ce qui m'intéresse chez un ado, c'est qu'il ait entendu mes mots. Après, j'entendrai rarement l'ado me dire « Ah, c'est vrai, tu as raison, papa, c'est une très bonne idée, je n'y avais pas pensé. » Si votre ado il vous dit ça, posez-vous la question de savoir s'il n'a pas bu un truc avant. Hein, parce qu'un ado normal, il va être en contradiction constante. Mais il a entendu et il a enregistré. Voire, vous savez, les ados, parfois, ils vont redire ce que vous leur avez dit à leurs copains en leur nom. Ouais, non, mais moi, je trouve que c'est nul, parce que ceci. Vous allez entendre votre discours quand ils le tiennent aux autres. Mais face à nous, évidemment qu'ils ne vont pas le dire, c'est beaucoup trop complexe. Je reviens. Donc, à ce moment-là, amener l'ado à se dire, mais au fond, ça ne doit pas être très rigolo d'être obligé d'avoir besoin de se déshabiller à moitié ou alors de se dandiner. Et là, on peut, pour que les autres nous disent, c'est super. Je ne sais pas, enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est un peu dommage, quoi, la pauvre. C'est-à-dire, on va plaindre cette personne qui a besoin d'exister à travers le fait qu'elle a des likes, qu'elle ne peut obtenir qu'à travers quelque chose qui est au fond pas très sympathique, parce que ça ne met pas en valeur son identité particulière, ça met en valeur des éléments qui sont extérieurs à elle. Et c'est vrai que de manière indirecte, on fait pénétrer chez nos enfants cette idée qui est quoi? Qui est de savoir qu'avoir besoin d'exister à travers le regard des autres, c'est au fond quelque chose de pitoyable. C'est quelque chose qui est l'expression d'une dépendance. C'est quelque chose qui te rend prisonnier et par la suite, dans cette prison, eh bien, tu as difficile à te sortir tout seul. Voilà donc l'autre élément sur lequel il y aurait lieu d'échanger. Maintenant, je reviens sur cette réalité du contrat. Alors, le contrat, évidemment, Stéphanie nous en a parlé, il est génial, mais le problème, c'est quoi? C'est comment est-ce qu'on fait accepter à quelqu'un un contrat? Et c'est là où, en effet, eh bien, je vais reprendre de nouveau un texte, parce que, évidemment, ce que j'essaie de partager avec vous ce soir, c'est quand même basé sur l'enseignement de nos maîtres. Il y a un Mishnah, non, ce n'est pas une Mishnah, pardonnez-moi, c'est un texte du Talmud qui nous dit la chose suivante. Eve mechachev schar mitzvah keneged hefseda. Fais le calcul de ce que te fait gagner l'application d'un commandement par rapport à ce qu'il te fait perdre, et regarde ce que te fait gagner une transgression par rapport à ce qu'elle te fait perdre. Nos maîtres ici ont une vision très intéressante des choses. Ils sont ultra pragmatiques et sont dans le monde du réel. Nos maîtres disent, regarde ce que te fait perdre une action positive par rapport à ce qu'elle te fait gagner. Et je vois tout de suite les personnes qui sautent en l'air, mais quand même, quoi, une action positive me fait perdre, mais pas du tout, au contraire. L'onachon, ce n'est pas vrai. Dans ma réalité quotidienne, faire un acte positif, on va d'abord entrer dans l'univers du religieux, si vous le voulez bien, et après, dans l'univers du religieux, mais pas nécessairement du rituel. Mais une demi-heure, 3/4 d'heure tous les matins pour prier, même si c'est 20 minutes, même si c'est un quart d'heure, même si c'est 10 minutes. C'est 10 minutes que j'aurais pu prendre en plus pour dormir, pour manger un second croissant ou regarder BFM,
et que je ne disposerai pas. Donc, objectivement parlant, ça me fait perdre. Ce temps que je prends pour pouvoir prendre un avion qui ne part pas Shabbat ou qui n'arrive pas trop tard vendredi, c'est quelque chose que je perds. Je peux perdre parfois même au niveau de l'argent. Donc oui, je perds. Mais au fond, pourquoi est-ce que je le fais alors? Parce que je sais que par ailleurs, c'est quelque chose de positif. Et évidemment que la transgression me fait gagner, mais je sais que par ailleurs, elle sera peut-être toxique. Et ça serait intéressant à un moment d'amener nos enfants à réfléchir à voix haute sur ce concept-là et d'accepter qu'en effet, un contrat ou alors un cadre par rapport à cet univers d'Internet est quelque chose qui leur fait perdre. Oui, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Parce que si c'est ça, je ne pourrais pas avoir et je ne serais pas au courant en temps et en heure et ceci, cela. Arrêtons d'être des parents qui ne sont pas crédibles. C'est comme si demain vous passez devant une superbe voiture pour un homme et que vous aimez les voitures et que vous vous dites « Oh, de toute façon, c'est nul ». Ce n'est pas vrai. Maintenant, quelle est l'importance dans l'absolu que représente cette chose? Ça à nous déjà d'y réfléchir. C'est sûr et certain que si nos enfants, et je suis désolé de ce que je vais dire, et vous allez l'entendre au second degré, entendent que pour nous, waouh, maintenant que Dubaï s'est ouvert, il faut absolument aller à Dubaï. Donc, nos enfants voient que ce qui se fait, il faut le faire. Alors, je ne comprends pas, papa et maman. Ce qui se fait, il faut le faire. Puisque tout le monde le fait, on va le faire aujourd'hui aussi, parce que c'est parce que tout le monde le fait. Allez, on ne va pas raconter, non, on a toujours rêvé, mais on attendait le jour. Ce n'est pas vrai. Tout le monde y va, on y va. Ben, moi aussi, tout le monde fait, j'y vais. Manishtana. Quelle différence? Être des parents crédibles, c'est avoir à un moment un discours vrai avec nos enfants, mais que nous ne contredisons pas à travers notre manière d'être. Donc j'en ai déjà parlé de manière ultra concrète dans la gestion de nos propres portables, de notre relation Internet, premièrement, mais aussi à travers le fait que l'on accepte que pour l'enfant, ça soit difficile et qu'on lui dise la chose suivante. Et c'est une phrase que nos enfants doivent entendre, pardonnez-moi de le dire de manière impérative. Je ne suis pas trop dans l'impératif, mais là, ce n'est pas un impératif, mais je l'exprime de manière impérative. Il faut dire à un enfant, mais au fond, d'après toi, ça serait quoi la meilleure solution? Alors l'enfant de me dire, de me faire confiance. Un jour, un de nos enfants m'a dit, papa, tu ne me fais pas confiance. Je lui ai dit, si, à toi, je fais confiance. Ah. Mais il y en a un à qui je ne fais pas du tout confiance. C'est à ton Yetzer Hara, qu'on va traduire par l'univers de tes pulsions, de tes désirs, enfin voilà, tout ce qui nous agite. Je lui dis, tu sais pourquoi lui, je ne lui fais pas confiance? Parce que je le connais très bien. J'ai le même. Peut-être pas sur le même niveau au jour d'aujourd'hui, mais j'ai le même. Mais c'est vrai. Et je sais très bien que si à un moment je ne mets pas en place des cadres, celui-ci a une force incroyable dans la recherche des honneurs, dans la recherche de la gloire, dans la recherche des consommations, ce que vous voulez, chacun dans sa problématique, on le connaît. On sait très bien combien les batailles sont difficiles par rapport à certains points qui pour nous sont difficiles. On dit à l'enfant, à toi je fais confiance. Mais il y a une dimension de toi à qui je ne peux pas faire confiance et c'est normal, j'ai la même. Et de la même manière qu'à mon niveau à moi, je mets en place des choses pour ne pas me retrouver là où je n'ai pas envie d'être. Comme nos maîtres nous disent, Al Tamin Batzmecha Biomotra, jusqu'au dernier jour de ta vie, ne te dis pas, c'est bon, je me connais, je gère. Oui, bien sûr, à un moment on se connaît, mais quand même, ne jouons pas trop avec le feu. Soyons vigilants, pas dans l'angoisse et dans la peur, pas la personne qui se met dans une forme de ghetto, j'ai peur, non. Mais, Al Tamin Batzmecha Biomotra, on ne tente pas le diable. Il y a certaines choses qui sont plus complexes que d'autres. À quoi ça sert de se mettre dans des situations ingérables, impossibles dans tous les domaines? Si nous essayons de le faire à notre niveau, nos enfants pourront entendre cette parole, même s'ils auront difficile à l'accepter, mais ils pourront l'entendre. Et déjà, le fait qu'ils l'entendent de quelqu'un qui est crédible, parce qu'il essaye à minima d'incarner ce qu'il exprime à l'enfant, ça va concrètement les aider. Évidemment, et leur dire, tu sais, au fond, la meilleure solution, ça serait que je te laisse faire. Alors, d'après toi, pourquoi je ne le fais pas? Parce que si je te laissais faire, au fond, comme on dit un peu légèrement, tu ne nous prendrais pas la tête, tu serais dans ton univers, et puis voilà, tout irait bien. Et c'est là où l'enfant va nous dire, peut-être parce que tu ne me fais pas confiance, et voilà ce qu'on peut lui proposer, lui dire, au fond, si je le fais, c'est parce que tout simplement, je pense que pour toi,
c'est une chose importante, mais je comprends parfaitement que tu ne partages pas la même opinion que moi. Et si j'étais à ta place, si on inversait les rôles, il y a de fortes chances que je pense comme toi. C'est ça, en effet, la différence qu'il y a entre un adulte et celui qui l'est, mais pas encore totalement. Et donc, c'est la raison pour laquelle on va peut-être leur faire passer cette idée. Et j'en profite parce que cette idée-là, ils ont besoin de la connaître parce qu'ils se retrouvent confrontés un jour à celle-là. Vous savez qu'aujourd'hui, on a banalisé de manière incroyable le cannabis. D'accord? On fume, ça va, détente. Je peux vous garantir que ce n'est pas si banal que ça, évidemment. Mais le cannabis, c'est bon. Ben oui, sinon les gens n'en prendraient pas. C'est bon, alors je ne connais pas le goût, hein, j'ai déjà à droite à gauche, je sais quelle est l'odeur. Hein. Quand vous prenez à Paris, vous connaissez l'odeur au bout d'un moment, mais quand tu... Ah non, c'est comme ça que ça se fume, pas comme ça, comme ça. Quand tu as fumé, tu te sens mieux. Donc quelque part, c'est bon, c'est vrai, c'est bon. Mais est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien? Ça veut dire, est-ce que c'est une chose qui à terme sera positive par rapport à toi? Et évidemment, une chose est peut-être bonne, mais ce n'est pas parce que c'est bon que c'est bien pour nous. Et c'est là où, en effet, même si nos enfants ne seront pas d'accord, et c'est normal, ils feront leur job d'enfant, ils s'opposeront à nous, évidemment. Néanmoins, ils auront entendu de notre part cela, et quelque part, il faut que ça laisse des traces. Et je reviens, et c'est sur cela où je vais conclure avant de passer à vos questions, parce qu'on va prendre une bonne demi-heure pour vos questions, et vous pouvez déjà les envoyer évidemment par écrit. Cette notion-là de créer un contre-pouvoir. Créons un contre-pouvoir. Faisons en telle sorte que l'enfant ait envie de rentrer à la maison parce qu'il se passe des choses chez lui. Parce qu'au repas ensemble, il se passe des choses. Il y a de l'humour, on se raconte des histoires, il se passe des choses. Mettons en place des règles que nous respecterons nous-mêmes. Nos propres portables existent pendant les repas. On va mettre en place un système dans lequel pendant un certain temps, personne n'y touche, pour montrer que nous avons nous aussi la même difficulté qu'eux. Et je comprends parfaitement, parce que moi aussi, je rêve de voir quelle est la dernière notification, et je me crée un système, non mais c'est très important, il faut juste que On le fait tous. Moi en tête, évidemment, évidemment, évidemment. Et c'est une lutte contre soi-même, contre cette partie attractive, contre le fait, mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau, mais qu'est-ce qu'il y a à voir, mais peut-être qu'il y a quelque chose. Tout va bien. Et à partir de là, notre parole pouvant être crédible, les choses vont avancer. Je pense que cette notion de contre-pouvoir, elle est au cœur même parce qu'elle aura un retentissement dans énormément de domaines. Évidemment, je comprends que ce n'est pas simple à organiser, surtout dans des familles dans lesquelles on n'arrive pas encore vraiment à se parler au niveau du couple. Alors, encourageons-nous mutuellement. Soyons capables de dire à l'autre qu'est-ce qu'on pourrait faire, de quoi on pourrait parler, quels sont les sujets, quels sont les jeux. Les jeux de société, je l'avais déjà proposé et j'en parle régulièrement. Apprenez à vos enfants à faire la cuisine, faites-leur faire des gâteaux, qu'ils soient créatifs, qu'ils construisent et non pas qu'ils soient passifs en train d'envoyer juste des choses. Et surtout, et je conclue là-dessus, cette notion d'empathie vis-à-vis de ceux qui sont tombés à l'intérieur du système et qui ont besoin d'exister à travers cela, non pas dans un jugement de valeur, mais dire c'est un peu dommage, qu'est-ce que tu en penses? Et même si non, au contraire, je trouve que c'est très bien. Ok, j'entends ce que tu dis. Je sais pas, dans la manière dont je ressens les choses, on n'est pas un absolu, on n'est pas là pour dire ma vision du monde c'est la bonne. On doit être capable de dire dans la manière dont je ressens, dont je perçois les choses, j'ai l'impression que utiliser ce type de phrase parce que les enfants apprécieront l'élégance que vous avez de ne pas imposer votre point de vue, mais juste de dire voilà, moi en tout cas, j'ai l'impression que je ressens comme ça, peut-être que ce n'est pas exact, mais en tout cas, c'est sûr et certain que j'ai l'impression que, et c'est la raison pour laquelle je me demande si, et au fond, est-ce que parfois ces sourires sont pas un petit peu factices et tout. Et deuxièmement, la notion, enfin, deuxièmement, je dis deuxièmement, ça aurait pu être quatrièmement, cinquièmement, et aussi cette notion de faire preuve d'empathie. Faire preuve d'empathie, c'est quoi? C'est essayer d'apprendre à nos enfants à être à la place de l'autre. Et se dire, et si tu étais à la place de l'autre, comment est-ce que tu vivrais cela? Et sur la base de ça, évidemment, on ouvre déjà un certain nombre de perspectives. Alors qu'on soit très clair, ces problématiques-là, on ne les réglera pas du jour au lendemain. Je peux
vous le garantir. D'accord? Là-dessus, évidemment. Maintenant, on va s'arrêter ici parce que ce que je voudrais maintenant, c'est prendre vos questions. D'accord? Pour pouvoir continuer encore, il est 22h07, on terminera à 22h30. Si vous avez des questions que vous voulez poser de manière particulière à Stéphanie Castel, vous le précisez et on va, si vous le voulez, ensemble déjà donc maintenant commencer à répondre à vos questions. Donc la première question que l'on m'a envoyée est la suivante. Comment peut-on gérer l'utilisation du portable lorsque tous les enfants de la classe sont loin et que notre enfant se sent en retrait par rapport aux autres? Alors, il faut être clair qu'il ne faut pas du tout que nos enfants se sentent différents par rapport aux autres. C'est-à-dire, il y a des enfants, en effet, qui disent « mais tout le monde a ». Si tout le monde a, on peut imaginer que l'enfant peut avoir si vraiment on se rend compte que c'est pour lui une souffrance. Traduction. Je vais prendre un autre exemple. Ils ont tous des baskets X, Y, Z ou W. Au fond, est-ce que avoir des baskets de telle et telle marque, c'est important? Non. Maintenant, un enfant peut ressentir une souffrance de ne pas avoir ce que les autres ont. Et donc, dans ce cas-là, nous, ce qui nous importe, c'est quoi? C'est que l'enfant ne souffre pas. Et comme nous ne sommes pas ici face à quelque chose qui est radicalement interdit, on va pouvoir peut-être dire la chose suivante à l'enfant. Si pour toi, c'est très, très compliqué, si c'est très difficile, alors on va essayer de trouver une solution. Et donc, dans ce cas-là, et je reviens au contrat de Stéphanie, à ce moment-là, on va pouvoir dire à l'enfant, OK, si vraiment tu en as vraiment besoin et pour toi, c'est très difficile, à ce moment-là, voilà ce que tu peux avoir, mais on définit le cadre dès le début. Mais qu'on soit bien clair, si les enfants, en les amenant à réfléchir, réalisent qu'ils n'en ont pas vraiment besoin, à nous de faire ce travail au niveau d'un échange et de leur dire, tu sais, je comprends, mais dans la vie, eh bien, c'est vrai que quelqu'un de grand, c'est quelqu'un qui arrive à vivre sa différence et quelque part, c'est ce que tu es en train de commencer à mettre en place. Alors, maintenant, on a ici, je pense, arrêter avec le smartphone et acheter un 9 touches pour montrer l'exemple aux enfants. Qu'en pensez-vous? N'est-ce pas la meilleure solution? Alors, évidemment que si vous n'avez pas besoin d'un smartphone, achetez un vieux, ils doivent sûrement les reconditionner aujourd'hui, les fameux Sony, ou je ne sais pas plus comment ça s'appelle, enfin les premiers téléphones là, les 3910, je ne sais plus c'est quoi le numéro, évidemment que c'est une bonne chose, mais pas leur dire, vous avez vu les enfants. Il est intéressant de voir, il y a marqué comme ça dans le texte, il y a marqué Hanistarot Lachem Elokenu Vaniglot Lanu Lbanenu ou Vaniglot Lanu Lbanenu Adolam. Alors la traduction de ce verset, de ce texte, c'est Hanistarot, de ce verset, oui, ce qui est caché, c'est pour Akadosh Baruch Hu, et ce qui est révélé pour nous et pour nos enfants. Je ne vais pas faire le commentaire classique du verset. Ce qui est très intéressant ici, c'est quoi? J'ai entendu un jour un pshat, un commentaire d'après la Chassidoute qui m'a beaucoup plu. Il dit Haniglot, ce que l'on va révéler de nous-mêmes, c'est pour nos enfants. C'est-à-dire, on va révéler à nos enfants les raisons pour lesquelles on a fait cela. Et on va leur dire, écoutez, je me suis rendu compte qu'au fond, j'en avais pas vraiment besoin. Et donc, à partir de cela, je n'ai pas vraiment vu l'intérêt de continuer à l'avoir parce que j'ai réalisé que ça me fait perdre énormément de temps. C'est intéressant pour ceux qui ont des smartphones, de temps à autre, vous savez qu'aujourd'hui, vous pouvez voir le temps d'écran, d'aller et de se poser un moment, et pas de faire une convocation familiale, mais vous êtes avec là, et puis à un moment, vous êtes là avec votre femme ou avec votre époux, vous dites, waouh, il se rend compte, c'est du n'importe quoi. Tu réalises qu'il me dit que j'ai été sur WhatsApp pendant 2h30 aujourd'hui, mais c'est la folie furieuse. Mais c'est une catastrophe, c'est du n'importe quoi cette histoire. Et comment on fait? Mais ça ne va pas. Et à ce moment-là, nos enfants nous entendent nous-mêmes nous interroger sur ça. Et évidemment, voire même, on va leur demander, dis-moi, tu penses parce que j'ai juste laissé WhatsApp ouvert qu'il me compte? Et le gosse qui en connaît 10 fois plus, non, pas du tout, tu as dû échanger, tu as dû voir le temps que tu regardes des vidéos à droite, à gauche, etc. Et là, waouh, l'enfant voit comment nous, on se remet en cause. On dit, mais attends, mais c'est du n'importe quoi, mais c'est pas possible, quel temps perdu. Et donc, l'enfant entend. Ce qui est important, c'est qu'il va entendre notre relation par rapport à cela. Et à partir de cela, évidemment que ça peut l'amener lui-même à mieux entendre ce qu'on lui dira de manière directe. Maintenant,
Est-ce qu'il faut mettre des filtres sur les portables de nos enfants? La question ne se pose pas, évidemment. Si ce n'est que les enfants sont parfois très forts. Moi, sur mon téléphone, tout simplement, c'est un comment ça s'appelle? Avec la pomme. Bon, enfin, vous avez compris de quoi je parle, j'oublie même c'est quoi les marques. Sur le iPhone, oui, pardonnez-moi, sur mon iPhone, eh bien, il y a quelque chose qui s'appelle restriction au niveau des temps d'écran. Donc, vous allez sur temps d'écran et il met là-bas restriction. Alors, vous pouvez tout restreindre, le nombre d'heures que vous pouvez être sur telle et telle chose, et puis aussi le contenu. Et sur ça, j'ai passé le téléphone à mon épouse et je lui ai dit, voilà, tu mets un code. Moi, je ne veux pas connaître le code. Pourquoi? Par principe. Parce que tout simplement, je n'ai pas envie de me retrouver face à des trucs que je n'ai pas envie de voir. Et même si parfois ça m'empêche de lire certains articles qui pourraient m'intéresser, parce qu'il y a peut-être 2 mots qui alertent sur restriction, ce n'est pas grave, je vous garantis, ça ne me manque pas. Et au passage, si nous le mettons en place chez les enfants, on doit le mettre chez nous aussi. Pourquoi? Par cohérence. Et le faire dire, non, moi je suis désolé, moi je suis un adulte. Quoi? Attendez, quoi? C'est quoi cette histoire d'un adulte? Et alors tu as envie de te confronter à des choses qui ne sont pas sympathiques, tu as envie de voir des choses qui ne sont pas très comme il faut, tu as envie, non. Ah, je suis au-dessus? Non, tu n'es pas au-dessus. Personne n'est au-dessus. Tous les jours, nous disons dans le schéma, il faut se détourner ni les yeux ni le cœur. Et je ne parle pas que les problématiques de pornographie, de tout ce que nos yeux voient et qui peut nous attirer, même si on n'est pas nécessairement dans l'interdit, mais qui nous vole notre temps, parce que oui, vous avez envie de voir. Allez, ce n'est pas politiquement correct, ce n'est pas grave. Vous voulez voir un film? Oui, décidez de le voir. Faites le choix de le voir. Posez-vous la question de savoir pourquoi je veux le voir. C'est-à-dire, ne soyons pas, parce qu'on a tous le même problème, ne soyons pas happés par certaines choses, mais au moins si on le fait, que ce soit l'expression d'un véritable choix volontaire de notre part. Nous serons d'autant plus crédibles par rapport à nos enfants. Alors maintenant, ma fille est limite avec YouTube et Internet lorsque je lui redire ce sont des hurlements. C'est normal, c'est normal. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous générez une frustration. Et là, vous lui mettez une règle. Donc, première chose, il faut accepter. Je comprends qu'en effet, ça te dérange. Je comprends, parce qu'au fond, si tu y es, c'est que ça te plaît. Et là, je suis en train de t'empêcher de faire quelque chose qui te plaît. Attendez, demain, je suis en train de manger un bon éclair au chocolat et quelqu'un vient me prendre l'éclair au chocolat. Bon, alors comme je suis un adulte, soi-disant, et surtout si on me regarde, à ce moment-là, je dirais, oh, bon, d'accord. Dans l'absolu, on a envie de crier, qu'est-ce que tu me fais, mon éclair? La même chose. C'est-à-dire que sa réaction, je la comprends, je ne l'accepte pas, mais je la comprends. Et ça, c'est quelque chose d'important. Je comprends que ça t'embête. Je comprends, et c'est vrai, je comprends. Mais maintenant, ce n'est pas parce que je comprends que j'accepte nécessairement. Et donc, à ce moment-là, je vais dire, je sais que ça t'embête énormément, mais c'est un choix, c'est comme ça, c'est une règle. Il y a des règles sur ça comme sur le reste. D'accord? Et ce n'est pas parce qu'on a oublié de mettre... Attendez, à l'époque, il y avait la télé. Il y avait des horaires. Il y avait des horaires. Et ces horaires, c'était quoi? Tu peux regarder le film jusqu'à telle heure et puis après, tu vas dormir. Il y avait des règles. Le soir, tu peux rentrer à telle heure et tel soir à telle heure et après, c'est comme cela. Eh bien, ceci a aussi des règles. Ce n'est pas parce que c'est un objet qui t'appartient que brusquement, il n'y a plus de règles. Et une famille, c'est un lieu dans lequel on met des règles, mais des règles auxquelles on se soumet soi-même aussi. Peut-être pas de la même manière, mais au niveau du même concept. Si nos enfants voient que nous aussi, nous obéissons à des règles et que nous sommes prêts à avoir une exigence par rapport à nous-mêmes au niveau des règles, évidemment qu'ils pourront beaucoup plus facilement les respecter. Stéphanie, si à un moment vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ce que je dis, surtout, vous n'hésitez absolument pas. Alors, ça c'est au niveau des filtres. Maintenant, question, comment faire face à l'indifférence, étant très ouvert et prêt à répondre à toutes les questions, mais en puissant quand l'enfant dit « je m'en fiche, ça ne me passionne pas comme toi la Torah, je peux être comme toi ». Là, vous posez une problématique différente, évidemment, d'un enfant qui, en effet, n'a pas envie de s'inscrire dans la même dynamique que nous au niveau de notre pratique religieuse. J'ai l'impression, alors d'abord, ce qui est extraordinaire, c'est que votre enfant vous le dit. Donc, si l'enfant le dit, c'est que quelque part, il attend quelque chose de vous. Donc là-dedans, c'est déjà se dire, mais c'est génial. C'est-à-dire, cet enfant se sent libre de me dire, ça veut dire qu'il considère que je suis capable de l'entendre. Donc, il faut être content déjà de réaliser que nous sommes face à un enfant
qui nous considère comme étant capable d'entendre sa parole lorsqu'il exprime ce genre de choses. Et ça, c'est déjà extraordinaire. Et après, lui dire, j'entends ce que tu me dis, est-ce que tu voudrais qu'on en discute un jour et est-ce que tu voudrais qu'on puisse en parler? C'est-à-dire, l'amener à s'interroger au fond, est-ce que tu as envie? Et s'il dit, oh, non, de toute façon, je sais pas ce que tu veux, c'est possible, mais si tu veux, peut-être un jour on prend le temps d'en parler, parce que ça m'intéresserait quand même beaucoup d'entendre quel est ton point de vue là-dessus. Et c'est vrai qu'il y a peut-être des choses que j'ai besoin d'apprendre et de savoir. Maintenant, Stéphanie, si je peux me permettre, est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Je travaille dans un collège, comment sensibiliser les élèves au danger des réseaux sociaux? Quel est le rôle de l'école? Ça, vous pouvez y répondre, Alain. Oui, mais je vous propose aussi de répondre parce que c'est aussi un domaine. Le rôle, il est primordial. Je viens effectivement peut-être avec un peu la notion israélienne où l'école et les professeurs sont les co-éducateurs des parents. L'enfant, il passe la majeure partie de sa journée là-bas et donc le sensibiliser, encore une fois, lui donner les outils pour affronter ces différentes situations sur les réseaux sociaux, surtout qu'on sait que le harcèlement souvent commence à l'école et continue après sur les réseaux sociaux. On ne peut pas vraiment différencier, on ne peut pas séparer ou cloisonner ces deux espaces, ils sont liés. Comment le faire? C'est à travers des ateliers de sensibilisation, c'est encore une fois l'art de la répétition. Répétez encore et encore quels sont les enjeux sur les réseaux sociaux. Ne traitez pas les réseaux sociaux, ne traitez pas Internet comme si c'est un faux monde. C'est un monde réel. Les insultes, les images sont très réelles pour les enfants, de la même manière qu'ils sont très réelles pour nous. Il suffit qu'on voit dans les news une info, on y croit, alors que ça peut être vraiment ce qu'on appelle aujourd'hui les fake news. C'est réel, même quand c'est faussé, même si c'est photoshopé, c'est la réalité des enfants. Il faut en parler encore et encore, il faut créer ce lien pour que l'enfant ne pense pas qu'il y a un monde caché, le monde d'Internet, où les parents, si on ne pose pas la question, si on n'en parle pas, peut-être qu'ils ne s'y comprennent pas, peut-être que c'est un monde interdit, peut-être qu'il y a un tabou là-bas. Et donc, il ne va pas venir non plus vers vous, il ne va pas se retourner vers vous. Ils ne comprennent pas toujours que les parents sont là-bas aussi. Quand les jeunes, les enfants me disent TikTok, bah, les parents, ils ne sont pas là-bas, c'est pour ça que j'y suis. Ça, c'est un problème pour moi. Ça, c'est un problème, un espace où il y a des enfants, il n'y a pas d'adultes. Est-ce que vous allez laisser vos enfants aller dans les parcs à l'âge de 8 ans seuls? Est-ce que ça nous viendrait à l'esprit de laisser des gamins de 12 ans à minuit dans la rue? Non, la rue, Internet aussi, c'est une forme de rue. Raph, si vous me permettez, j'ai une question ici qui me paraît importante. L'adolescent a besoin de son espace privé. Je le vois mal laisser ses parents regarder son portable malgré un contrat de départ. Le contrat, c'est vraiment au tout début. Je ne sais pas à quel âge vous commencez, vous voulez donner le téléphone à votre enfant. Si vous le commencez, par exemple, très tôt, à 10 ans, à 11 ans, un contrat, ça peut être aussi non seulement parce que je te donne un téléphone, mais parce qu'il y a à la maison un téléphone. Ou parce que quand on va chez tonton, il y a un téléphone. Et donc, comment toi, qu'est-ce que tu fais avec ce téléphone? Parce qu'on sait que quand ils sont petits, ce n'est pas leur téléphone, c'est pas avec leur téléphone qu'ils jouent, c'est avec le vôtre. C'est avec l'ordinateur de la maison. Donc, ce contrat-là, il peut vous accompagner et il va changer au fur et à mesure. C'est sûr qu'à l'âge de 16 ans, je ne vois pas trop de parents dire donne-moi ton téléphone, je veux voir ce qu'il y a. Mais on va toujours laisser les voies de la communication. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu as fait? Montre-moi un peu de photos. Il faut que le jeune ou l'enfant, et c'est compliqué à l'âge adolescent parce que c'est l'âge où ils veulent se séparer de vous, mais il faut que vous soyez présent aussi là-bas. Si c'est pas papa, il a TikTok, alors c'est papa, il est à côté de moi quand je regarde TikTok. De la même manière que Rav Lemel vient de donner l'exemple là derrière le bus, bah, justement pour ouvrir la voie de communication, pour continuer à décoder ce qu'ils sont en train de voir au contenu qui sont en train d'être exposés, pour qu'ils ressentent que si jamais il y a quelque chose qui se passe dans cet espace-là, ils peuvent venir vous parler dans l'espace non virtuel.
Complètement, complètement. Et si je peux me permettre, je veux rajouter quelque chose justement sur cette problématique-là du contrôle. Il faut aussi que notre portable et que nos appareils à nous ne soient pas des appareils sur lesquels les enfants n'aient pas d'accès. Traduction. Et ça, je vais vous donner mon exemple personnel. Et après, chacun fait ce qu'il veut. Mes codes d'accès, que ce soit sur mes mails, mon portable ou ce que vous voulez, nos enfants, tout le monde les connaît. Ils savent très bien que je peux recevoir des messages et que ce sont des messages de personnes qui posent des questions sur des sujets privés et ils n'auront jamais l'idée de les ouvrir. Et je le sais, puisque parfois, notre fils, quelqu'un va dire « Papa, tu peux passer ton portable ?» Je lui donne et je vois très bien qu'après, il me dit « Tiens, tu as eu 4 messages qui sont arrivés entre-temps » et je sais très bien qu'il ne reviendra même pas l'idée de les ouvrir parce que voilà. Mais, comme dirait l'autre, circuler, il n'y a rien à voir. Et c'est important, parce que si nous, en tant qu'adultes, on dit « Non, c'est mon portable, c'est truc, non, il ne faut pas y toucher, ou ma femme ne peut pas y toucher, ou Claude ne peut pas, etc. » Là, hein, l'enfant dit « Mais attends, donc tu as le droit d'avoir ton univers privé, toi, moi, pourquoi pas ?» C'est-à-dire, pourquoi tu as besoin de cacher? Tu as des choses à cacher? Non. Alors, si tu n'as pas de choses à cacher, on peut le voir. Ben, moi aussi. C'est la même chose dans tous les sens. Et évidemment que on va pas… Faut dire, l'enfant, c'est pas « je veux vérifier », c'est passe-moi, je te passe, tiens, et alors, qu'est-ce qu'il y a? C'est-à-dire, c'est aussi banaliser cette dimension-là. Alors, un enfant qui a des fantasmes à 9 ans est-ce révélateur d'un début d'ado prématuré, comment réagir? Ça, je préfère que vous m'envoyiez cette question, qu'on en parle en privé, parce qu'il faudrait que je vous demande un petit peu plus de quoi il s'agit. Oui, au passage, pour les personnes, et je fais juste une parenthèse, les personnes qui désirent être sur les groupes WhatsApp sur lesquels on diffuse les autres cours, peuvent m'envoyer évidemment leurs coordonnées. Je leur donne mon mail, elie, @lamed.fr. Elie, lamed, comme le site, lamed.fr. elie@lamed.fr. Vous pouvez m'envoyer soit vos questions si vous en avez d'autres, ou alors je vous enverrai, si vous le désirez, en tout cas les liens pour pouvoir être sur d'autres groupes WhatsApp. On va continuer avec les questions. Nos enfants utilisent l'ordinateur ou la tablette en général que pour les devoirs. Du coup, est-ce que c'est le bon prétexte? Doit-on mettre des limites, même pour l'utilisation des devoirs? Dans la mesure où ils n'ont pas le choix. Et de toute façon, c'est un outil, il va être présent, il est là, ça y est, il est là. On ne va pas commencer à faire des bagarres par rapport à une réalité. Ce qu'il faut, c'est leur apprendre la bonne utilisation, de la même manière qu'on ne laissera pas un enfant conduire une voiture s'il n'a pas le permis. On lui dit, ben voilà, c'est le même principe. Donc, il faut qu'on leur montre bien, mais c'est un outil. Et comme tout outil, il a des choses qui peuvent être toxiques et non, fait attention à que la dimension toxique de l'outil ne soit pas présente. Vous savez, c'est une idée qui me vient à l'esprit au moment où je vous parle. Il y a au Japon un poisson que l'on appelle le fugu, F-U-G-U. Le fugu, qui n'est pas un poisson cachère, hein, c'est un poisson qui est à ce qui paraît excellent, mais qui est très dangereux parce qu'il a une toxine très, très toxique dans le foie. Et si on sait mal le préparer, ça peut être mortel, ou en tout cas, ça peut amener des maladies graves. Et donc, c'est un petit peu l'ordinateur, c'est un petit peu le fugu. C'est-à-dire, il a des points très intéressants. On peut faire des cours en Zoom, on peut se cultiver, il y a des choses auxquelles on peut avoir accès, etc. Et en même temps, il peut être terriblement toxique. À nous de savoir exactement comment l'utiliser pour que sa toxicité ne soit pas présente à l'intérieur de notre vie. Et on peut prendre cet exemple par rapport aux enfants et leur dire, voilà, il est très bien, mais il y a des choses qui sont toxiques. Il faut dire oui, et c'est toxique. Et donc, c'est la raison pour laquelle je te demande, on met en place ces règles. Alors, quelqu'un me pose la question, il dit, j'ai toujours entendu que parler de certains sujets, c'est quelque part ouvrir des portes. Si l'enfant pose une question sur un sujet tabou, je réponds avec plaisir, mais lui en parler d'office. J'entends ce que vous me dites. D'un autre côté, souvent les enfants n'osent pas poser certaines questions parce qu'ils ont peur d'être mal jugés. Et donc, c'est la raison pour laquelle, si vous constatez que quand vos enfants ont des sujets quels qu'ils soient, c'est-à-dire, je mets les pieds dans le plat, une gamine qui a 10 ans ou à 9 ans qui dit, rentre à la maison, dit, dis-moi, les filles, elles me parlent si j'ai déjà des règles, c'est quoi? Et que voit qu'on dit, ah ouais, ben oui, bah tiens, on va en parler dans quelques minutes, d'accord? Et on lui en parle très tranquillement. À ce moment-là, éventuellement, on peut imaginer ne pas ouvrir la porte au sujet volontairement. Mais ce qui est important, c'est d'observer nos enfants, de voir où vont leurs regards, qu'est-ce qui se passe. Et par contre, tous les sujets comme le harcèlement, comme ce genre de choses, comme la perte de temps aussi, ça, ce sont des choses évidemment dont on doit parler. Le problème, c'est l'addiction de ce téléphone jusqu'à profaner le Shabbat. Elle le fait en cachette, je lui retire le téléphone pour la punir, mais je n'ai plus la possibilité de la joindre lors de la sortie d'école. Alors,
quelles solutions mettre en place? Alors, tout d'abord, un enfant n'a pas besoin de les joindre quand il sort de l'école. Quand il sort de l'école, il rentre à la maison. On est ici peut-être dans une problématique un peu plus addictive. C'est une thématique que j'aborderai avec le professeur Michel Lejoyeux, qui est spécialiste en addictologie, qui préside d'ailleurs le comité français de l'addictologie, qui est des chefs de service à Bichat. Ça sera le 12 janvier. Ça sera sur le réseau LEV. C'est pour ça que les personnes qui veulent éventuellement suivre cette conférence, envoyez-moi un mail à eli@lamet.fr pour que je vous donne les liens WhatsApp. C'est quelque chose qu'on traitera beaucoup plus longuement dans les problématiques d'addiction par rapport à cet univers-là. Alors, je voudrais donner la parole à Madame Pressman, si vous le permettez, qui a un témoignage très intéressant sur une adolescente, puisqu'on a posé la question par rapport le rôle de l'école dans ce domaine-là. Alors, à Schneor, on se penche sur cette question avec des ateliers, avec des échanges. Et notre conférence ce soir est justement dédiée aux parents pour pouvoir accompagner cette réflexion. Et nous avons une collègue qui, dans le cadre de ces discussions, a eu une élève qui est venue lui parler des choses qu'elle supportait. C'est déjà une fille de lycée, mais qui a commencé depuis sa classe de 6e. Et elle lui a demandé de faire ce témoignage par écrit. Et elle lui a demandé la permission, évidemment, sans citer son nom, de nous le lire aujourd'hui. Je vous écoute. Si Madame Pressman. Madame Pressman, je vous ai donné le micro. Merci. Voilà. Erev Tov, merci beaucoup à l'école Schneer d'avoir organisé cette super conférence. Baruch Hashem. On a eu le mérite le mois dernier d'avoir la conférence avec Rav Lemel sur les abus et Dr Stéphanie Castel en a rappelé quelques mots aujourd'hui, on la remercie. Effectivement, Baruch Hashem, l'école Schneer a mis en place des ateliers pour apprendre, éduquer les enfants dans cette sécurité. Donc Baruch Hashem, merci à l'école Schneer pour tout ce qu'elle fait dans l'éducation. Et donc, dans cette ouverture d'esprit et dans cet échange qu'on a avec, grâce à Dieu, avec les enfants et dans cette atmosphère familiale qu'on essaye de leur donner l'ouverture d'esprit pour pouvoir parler, Baruch Hashem, il y a une élève, donc je lui ai demandé la permission anonymement, bien sûr, de partager son témoignage. Donc, je ne vais pas le lire tout en entier parce qu'il est un peu long, mais en 2 mots, elle a eu un téléphone à l'âge de 11 ans et donc on était en train de discuter et elle m'a raconté un peu tout ce qui s'est passé. Et à la fin de tout ce qu'elle m'a raconté, je lui ai demandé, est-ce que toi, tu aurais donné un téléphone à tes enfants? Après que toi, tu m'as raconté tout ce que tu as subi, est-ce que toi, tu aurais donné un téléphone à tes enfants? Parce que nous, quelque part, parents, on n'a pas vécu ça. Donc, quelque part, on est un peu naïve. Et je voudrais un peu éveiller ce côté-là. Peut-être il y a des parents qui ne le sont pas, mais il y a certains parents qui sont naïfs. Ça m'est déjà arrivé de parler avec des parents qui disent « Non, non, je connais ma fille, juste elle discute avec ses copines, juste elle fait ses devoirs, etc. » Mais les parents, en fait, ne se rendent même pas compte de qu'est-ce qui peut se passer derrière. Et donc, cet enfant, elle précise qu'elle a grandi dans une famille froum, dans une famille tsnoua, où on l'a toujours éduquée dans tous les Baruch Hashem inanimes de Torah. Elle a eu un téléphone trop jeune et à la fin de son témoignage, elle dit « J'en veux à mes parents. » Bon, je ne peux pas vraiment les en vouloir parce que je leur ai fait une crise pour l'avoir, mais quelque part, si je n'aurais pas eu ce téléphone-là, je ne me serais pas retrouvée dans cette situation aujourd'hui. Et donc, à l'âge de 12 ans, elle a voulu attirer l'attention d'un garçon. Et donc, elle ne savait pas vraiment quel serait l'enjeu de ce qu'elle était en train de faire. Elle a envoyé une photo où elle n'était pas très habillée d'elle à ce garçon sur Snapchat, mais ce garçon a fait une capture d'écran. Et depuis ce moment-là, il l'a tenue en otage. Et il lui a fait des chantages. Et je ne rentre pas dans tous les chantages qu'il lui a fait. Et cette fille, elle était dans un emprisonnement jusqu'à un âge assez avancé. Là, c'est Baruch Hashem un peu stoppé, mais en espérant que ça s'enlève complètement. Tout ça pour 1 seconde de bêtise, 1 seconde de naïveté, en fait, parce qu'elle n'était pas consciente de ce qu'elle était en train de faire. Elle n'aurait pas imaginé pendant tellement d'années d'être emprisonnée, être dans une angoisse totale, être dans une peur totale, dans un chantage total, avoir vécu des choses qu'elle n'aurait jamais imaginé vivre par le modèle de vie qu'elle a eu, juste parce que, voilà, elle n'a pas été, comme vous nous avez expliqué si bien aujourd'hui, tout ce contrat de sécurité, la discussion, vous nous avez vraiment ouvert et donné les outils pour pouvoir donner les meilleurs à nos enfants. Donc voilà, bien sûr que tout est rattrapable, même si c'est plus difficile de rattraper après.
Mais le fait, bien sûr, qu'elle a exprimé, qu'on a parlé, on va essayer de l'aider à avancer. Mais voilà, si on peut éveiller cette idée-là de naïveté un peu chez les parents, ce n'est pas notre faute. On n'a pas grandi dans ça, donc on ne s'imagine même pas qu'est-ce que ça peut avoir comme effet. Nous, on n'a pas eu ce challenge quand nous, on était jeunes. Donc, voilà, pour éveiller ce lien-là avec les parents, oui. Je vous remercie de votre intervention qui est très importante et ce que vous venez de dire, évidemment, c'est quelque chose, et je vous remercie de l'avoir évoqué parce qu'on ne l'a pas évoqué, et c'est une notion qui est fondamentale, et vraiment, c'est extrêmement bien que vous ayez pu en parler. Cette notion, alors, on a parlé tout à l'heure un petit peu des parents qui ne s'imaginent pas, mais expliquer à un enfant ce qui peut se passer et comment on peut récupérer, non pas juste ses données personnelles, mais des mots qu'il a pu écrire ou ce genre de choses, et après faire certaines choses avec, ça, vous avez raison, c'est quelque chose duquel il faut leur en parler et leur dire, très important. Mais si un jour ça a pu t'arriver ou ça peut t'arriver, sache qu'il y a une personne dont tu peux être sûr, sur lequel tu pourras toujours compter, même si on nous envoie des choses très spéciales, c'est papa et maman. Papa et maman, d'eux, tu ne devras jamais avoir honte. Il doit savoir que nous sommes prêts à recevoir tout et on continuera à l'aimer. Ça, c'est des choses qu'il faut dire, voilà. Et si par hasard, un jour, t'as bu, enfin voilà, n'importe quoi, on va dire, et ça arrivera pas, mais même si ça arrive, et que quelqu'un à un moment a pris des photos que tu lui as envoyées parce que ce jour-là, tu t'es pas rendu compte, tu lui as envoyé des mots et la personne fait ça, s'il y a une personne qui sera toujours avec toi et qui ne te jugera jamais, et sur lequel tu peux compter, c'est papa et maman. Et ça, je te tends la main, on fait un contrat, tu dois savoir que sur nous, avec nous, on ne te lâchera jamais. Jamais, 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 jamais. Et il faut que cet enfant ait cette conscience qu'il peut venir nous raconter tout, on ne le lâche pas et on est là pour l'aider. Il faut dire, tu sais, si demain, c'est comme si demain tu avais fait une bêtise et que tu es rentré dans un magasin et que tu avais très faim et que tu as pris un truc, c'est pas bien ce que tu as fait, on ne va pas dire que c'est super. Mais ce qui est sûr, c'est que tu nous appelles, nous on vient, on te défend. Et on est à tes côtés et on ne te lâche pas. Après, on discutera. Pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment. Et si on nous demande est-ce que c'est bien, on ne va pas dire que c'est bien si ce n'est pas bien. Évidemment. Mais ce qui est sûr, c'est que d'abord, nous, on s'occupe de toi. Cette idée-là, elle est extrêmement importante et je vous remercie évidemment de l'avoir évoquée. Vous me parlez de ce cas. Malheureusement, en effet, ce sont des cas auxquels on est confronté de manière aussi importante, avec une toxicité dramatique et surtout des ados qui, au bout d'un moment, ne savent plus à quel sein se vouer, en parlent. C'est tout le problème des chantages qu'ils reçoivent aussi au niveau tu me passes ton goûter, sinon je dis aux autres, etc. etc. Et ça peut aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Alors,